is a new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 72. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Et salut Jocelyn. Salut Jean-Michel. Salut Jocelyn. Salut Christelle. Alors, perspicaces et fidèles auditeurs que vous êtes, vous l'avez compris, si Jocelyn est là aujourd'hui, c'est que nous allons poursuivre nos pérégrinations au cœur de la culture et de la société québécoise. Et une fois n'est pas coutume, je vais faire très court sur mon intro. Non, voilà, je savais que tu rigolerais. C'est naze. Je fais des efforts, j'essaye de raccourcir et tu te moques. Pour ta peine, Christelle, c'est à toi que je vais donner la parole. Voilà, okay. Ça t'apprendra. Okay. Lors du précédent épisode qu'on a enregistré avec Jocelyn et qu'on a diffusé il y a quelques semaines, t'avais terminé sur cette notion, à savoir la posture. Notamment, tu donnais cet exemple de l'importance de poser des questions, de savoir poser des questions. Je sais que ça a aussi allumé des choses dans l'esprit de Jocelyn. Christelle, c'est quoi cette posture d'humilité? À quel point pour toi c'est absolument essentiel dans le parcours de l'immigrant qui veut réussir son arrivée au Québec? Bah, c'est essentiel, on en parle, j'en ai parlé beaucoup sur ces podcasts, et tous ceux qui sont dans l'académie vont en entendre parler énormément. La posture, pour moi, c'est la chose essentielle pour le français qui va arriver. C'est-à-dire que on va outiller tous ces Français-là, mais ce travail sur la posture, faut que chacun la fasse, sinon ça marche pas. Je parle beaucoup d'humilité parce que c'est ce qui manque souvent aux Français quand ils partent à l'étranger, et là quand ça s'installe dans un parcours de projet d'expatriation au Québec, avec tout ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire que cette notion de penser que c'est une extension de la France, donc on n'a aucun effort à faire, et on arrive, si on n'est pas prêt, avec ses gros sabots, et on arrive dans un pays qui est pas le nôtre, et c'est là où les deux cultures qui sont extrêmement différentes vont s'opposer si on n'a pas compris ce qui se passe. Donc je parle d'humilité, pourquoi? Parce que nous, on est en France, on a une France, c'est une nation avec beaucoup d'histoire, une culture très marquée, des repères sociaux, voilà. Au Québec, il n'y a pas cette notion d'avoir une attitude de supériorité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous, en tant que Français, on n'arrive pas avec une posture d'humilité, on va se faire rejeter, on va créer de la méfiance. Donc il faut faire très attention à ce rapport d'autorité, de savoir qu'on nous reproche parfois, ou d'expertise très affirmée, où on va rentrer dans les débats d'idées. La dernière fois, Jocelyn en parlait, où on a le verbe fort. Et alors qu'au Québec, on attend plutôt tout de suite de la collaboration, de l'écoute, et donc une posture d'égal à égal. Donc on s'en aperçoit pas, nous, en tant que Français, parce que on a l'habitude, on est des conquérants, on a l'habitude de se battre. Et puis là, à la défense des Français, j'aime quand même le rappeler aux Québécois, on est 67 millions d'habitants sur un territoire 3 fois plus petit. Ça veut dire que quand on doit prendre une place de parking, il faut se battre. D'accord? Il n'y a pas d'espace. Donc cette notion-là, on est tous les jours, nous, dans le combat pour prendre notre place. Eh ben, il va falloir se détendre parce qu'au Québec, il y a de la place, et adopter de l'humilité, ça va en tout cas
faciliter l'apprentissage interculturel. C'est marrant Donc, être humble, ouais. C'est marrant parce que lors du dernier épisode, Jocelyn nous a expliqué en long et en large à quel point c'était un combat pour les Québécois de défendre la langue française. On a désormais appris que c'était un combat pour les Français de garder une place de parking. Mais t'as raison. Mais j'aime le rappeler parce que des fois on oublie ça, puis des fois à juste titre, hein, le Québécois dit bah oui, mais vous êtes un peu dans le combat et tout ça. Mais j'aime à dire que si en France tu ne te bats pas pour obtenir quelque chose, bah tu as rien. Donc à un moment donné, bah t'as rien une fois, 2 fois, 10 fois, mais après bah non, tu te bats pour avoir quelque chose. Donc tout ça pour dire que l'humilité va vraiment faciliter cet apprentissage-là. Et être humble, c'est aussi accepter pas tout savoir. Donc ça fait du bien de l'entendre quand même, je pense. Et de poser des questions, de comprendre avant de juger. Et c'est pour ça que la dernière fois j'en parlais, posez toujours, et je le dis dans l'académie, ça fait partie des modules sur lesquels on travaille, je le dis, je le répète, même si vous arrivez face à un professionnel et que vous maîtrisez parfaitement ce que le professionnel est en train de faire, stop, arrêtez-vous là, posez-lui des questions de savoir comment il fait. Le Québécois est toujours très touché de voir un Français qui va avoir cette posture-là et d'entendre dire bah très bien, voyons, tu fais un très bon métier et comment tu fais, comment t'as appris, et là le Québécois va partir, c'est lui qui va être dans un grand discours parce que il va vouloir transmettre, parce qu'il est content d'être égal à égal, et il va être surtout très touché de voir un Français qui a cette posture-là. Donc vous avez tout à gagner à apprendre, bah c'est ce qu'on fait pendant l'académie pendant 1 an avant de partir, à gagner en humilité ou en tout cas à comprendre cette posture-là, à adopter face à un Québécois. Et vous allez voir que d'adopter une posture humble, vous avez en tout cas tout à y gagner sur du long terme et sur votre approche où vous allez plus être dans le combat. Et là, vous allez même vous apercevoir sur des certitudes que vous aviez, que finalement, non, vous avez appris des choses et ça va vous permettre de vous intégrer et en tout cas de collaborer sans vous imposer. Et ça, c'est important. Jocelyn, qu'est-ce qui, selon toi, fait que les Québécois sont tellement, on va dire, soucieux ou apprécient tellement cette posture d'humilité, le côté humble que on peut avoir parfois? Pourquoi c'est si important? Pourquoi ça vous parle, tout ça? Je pense parce que et là, enfin, il faut quand même dire qu'on parle de généralité ici. Je veux dire, il y a des Québécois qui sont des imbéciles, il y a des Québécois qui collaborent pas, il y a des cons partout. Hein, ça reste vrai. Mais de façon, on parle de culture ici, d'identité, donc on parle de choses générales. Donc les gens qui nous écoutent, vous savez bien qu'il y a des exceptions partout et c'est normal. Mais fondamentalement, les Québécois, en fait, les Français, il faut remonter encore une fois à 400 ans d'histoire. C'est pas très long, 400 ans. Hein. En France, il y a 400 ans, les systèmes existaient, la loi existait, les systèmes sociaux existaient, les rues existaient, les villes existaient. Mais au Québec, il y a 400 ans, il y avait rien. Il y avait une poignée d'habitants qui sont venus coloniser ce pays. Et là, il fallait défricher, il fallait se battre contre un climat très rude. Vous imaginez, vous partez de la France, de la Normandie, où l'hiver, ça neige, hein, alors qu'ici, c'est des hivers qui ont tué tout le monde. Donc, il a fallu travailler ensemble contre la nature pour s'établir. Et donc, c'était une nécessité de collaborer. Et c'était une nécessité de travailler ensemble, et c'était une nécessité de partager ses connaissances parce que ça permettait à tout le monde de grandir, de se développer et de bâtir quelque chose qui est un pays, littéralement. On bâtissait un pays, pas seulement de façon virtuelle, mais physique. Il fallait défricher, arracher des arbres, bâtir des villes et les systèmes sociaux et tout ce qui va avec. Il y avait rien, il y avait des autochtones il y a 400 ans, mais il y avait rien d'organisé comme on a aujourd'hui, évidemment. Alors qu'en France, c'était fait depuis longtemps, ça. Alors donc, cet esprit je dirais, de collaboration, d'une certaine humilité, elle fait un peu partie, et aussi vis-à-vis la domination anglophone. On pouvait pas s'imposer. Alors que les Français, vous êtes, Christelle, tu le disais dans ton intro, vous êtes un peuple de dominants. Vous avez colonisé des endroits. Vous êtes un peuple de guerriers dans votre histoire.
Alors que le Québec, on a été dominé. C'est toute la différence. Des dominants qui arrivent dans un pays dominé. Mais là, attendez, vous n'êtes pas des conquérants, là, les Français qui arrivent ici. Là, vous êtes des invités chez nous. Alors, changez de ton. Et c'est plus vrai aujourd'hui, alors qu'à l'époque, quand les premiers Français venaient au Québec dans les années 60, et nous disaient comment parler, qu'on n'utilisait pas les bons mots, qu'on n'était pas ci, etc. L'expression maudit français qu'on avait au Québec, elle vient de là. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Les Français qui arrivent au Québec sont, de façon générale, plus sensibilisés à la réalité québécoise. Néanmoins, tout notre rapport à l'autre est très différent de la France. Christelle, Jean-Michel, tu as une question peut-être? Bah, justement, Non. tu disais les rapports à l'autre. Oui. C'est vrai que dans les, pour l'avoir vécu, je vais arriver à formuler ma question. Hein, t'inquiète pas, je suis en train. Mais il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'on sent tout de suite que le rapport à l'autre est à la fois facile, il est chaleureux. Enfin, on a envie. Je pense que tous ceux qui sont allés au Québec une fois dans leur vie. Ouais. S'ils sont pas tombés amoureux du Québec, ils sont tombés amoureux des Québécois tout de suite parce qu'il y a ce sentiment, il y a cette approche, il y a ce contact humain qui est très très fort. Et pourtant, quand on reste, on se rend compte que par moment, effectivement, il y a des incompréhensions. C'est-à-dire que souvent les incompréhensions qu'on peut rencontrer nous dans notre quotidien viennent plutôt de gens qui ne se parlent pas. Et nous, on va avec des Québécois, on peut parler, être proche, pour se rendre compte que finalement c'est comme si on n'avait pas vécu la même chose au même moment parce qu'il y a ces différences culturelles qui sont très très fortes. Pas ce qui m'étonne, mais ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est que tu fais souvent référence au passé. Au passé, à ce passé, cette histoire assez récente, il y a 400 ans. Oui, 400 ans à l'échelle de l'histoire, c'est pas grand chose, mon Jocelyn, mais enfin, 400 ans quand même, quoi. Il s'est passé du temps. Là, ça reste aussi marqué aujourd'hui. Cet héritage est toujours aussi fort pour que ce soit à ce point-là prégnant. Comme tous les héritages culturels de tous les pays, oui, c'est pas nécessairement qu'on y pense, évidemment pas, mais c'est ce qui définit la culture. L'esprit de collaboration, c'est pas OK, une fois qu'on a bâti le Québec et qu'on a défriché les forêts, OK, on arrête de collaborer maintenant. Mais pas du tout. Ça arrête pas, ça. C'est pris dans les plis de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos 400 ans, c'est pas si longtemps que ça, hein. 400 ans, il y avait rien, hein. Je veux dire, l'époque moderne du Québec, c'est 1800, hein, 1750. Avant ça, il n'y avait pas de ville, c'était des bourgades avec des poteaux de bois, là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, tout ça, c'est très, très récent. Cette familiarité, cette relation qu'on a avec l'autre. Tiens, par exemple, moi, ça m'étonne toujours quand je prends le métro à Paris, et Dieu sait, je l'ai pris souvent pour aller à la Défense, c'est bondé, mais les gens se précipitent pour sortir et se précipitent pour rentrer, tout le monde en même temps. Ah, attendez, laissez les gens sortir, ça va être beaucoup plus facile de rentrer après. Non, personne fait ça. Alors qu'au Québec, on attend que les gens sortent, et puis une fois qu'ils sont sortis, on rentre. Ça marche très bien, ce système. Essayez-le, vous allez voir. C'est beaucoup plus facile. Mais ça, c'est une question, Christelle, t'as raison, vous êtes 67 millions. Alors qu'ici, on est 8 millions, 9 millions sur un territoire gigantesque. Il y a 500 000 lacs au Québec, 600 000 presque, plus d'un demi million de lacs. C'est immense comme territoire, c'est gigantesque. Et donc, il y a de la place. On se bat pas toujours, on se bat contre la nature, mais pas l'un contre l'autre. Et donc, les Québécois, ce rapport à l'autre, une des choses qui étonne beaucoup les Français, c'est ce rapport avec la hiérarchie. Il y a pas beaucoup. Je dis pas que il y a pas de méfiance envers la hiérarchie. Il y a des syndicats et tout, mais on se dit tue facilement avec la hiérarchie. Il y a pas comment dire, ces forteresses qui protègent la hiérarchie. Quand je venais des Français ou des entreprises françaises au Québec en mission, ils sont toujours étonnés. Tiens, je vous donne un exemple. J'étais dans une usine et le patron de l'usine, il est assis à une table avec les ouvriers. Ils sont tous en chemise avec des manches roulées. Et donc, je suis avec des banquiers et des gens des PTT françaises et qui me disent « Mais où est le patron? » Je dis « Ben, il est là. » C'est qui? Ben, c'est lui. « Non, c'est pas un ouvrier. » Je dis « Ben non, le patron. » « Ah bon? » Et puis là, c'est pas lui qui commence à parler, c'est des ouvriers, c'est des gens qui parlent de leur usine et de leurs collègues, etc. Et lui, il finit en disant un peu, il parle de chiffres et puis d'organisation et tout ça, mais c'est pas lui qui prend la place. On est chez IBM à Bromont avec des Français encore une fois, et on parle de covoiturage. Et le patron, il dit, ben, moi, je covoiture avec mes employés. Pardon? Oui, ben, une semaine, c'est moi qui conduis, l'autre semaine, c'est eux, on est 5 dans la voiture.
Ah bon? Ah, vous avez pas de chauffeur? Mais non. Mais j'apprends plein de trucs, moi, quand je voyage avec mes employés, mes collègues. Mais ça, en France, c'est inédit, ça se fait pas, ça. Et donc, cette relation avec l'autorité, avec l'autre, dans l'esprit plus de collaboration, de partenariat, c'est plus québécois. On est moins dans se défendre, dans se méfier de l'autre, il me pose cette question, mais il doit y avoir un double sens. Non, au Québec, on pose la question parce qu'on veut savoir. C'est pas pour essayer de te prendre en défaut. Quand je fais des entrevues avec des Français, souvent je leur dis, écoutez, mon rôle, moi, c'est pas de vous prendre en défaut. C'est pas, non, parce que les journalistes en France, ils essaient d'être meilleurs que la personne qu'ils interviewent. Ils essaient d'être plus intelligents. C'est pas ça au Québec, on fait pas ça. On n'a pas de débat ici comme vous avez en France. On n'aime pas le débat au Québec. On n'est pas des intellectuels. Je dis pas qu'il n'y a pas d'intellectuels au Québec, mais c'est pas un sport national de débattre. C'est pas les intellectuels au Québec. Il y en a quelques-uns, mais des fois on dit ouais bon écoute, on pète des nuages, hein. C'est pas, on est un peuple de pragmatisme. C'est encore une fois, c'est l'histoire. Jocelyn, tu viens de pointer des grosses différences culturelles dont j'imagine comportementalement sont prégnantes quand on arrive. Christelle, toi, quand je sais pas combien de candidats de famille tu as accompagnés depuis le début d'Objectif Québec, mais ça doit commencer à en faire pas mal. Tu sens que ce point-là, c'est l'un des points saillants quand même sur lesquels, j'allais dire un laineux, sur lequel il y a vraiment du boulot pour assurer le succès de l'arrivée. Ouais, mais c'est pour ça que je parle de posture plus largement, parce que ça comporte l'humilité, mais pas que non plus. Quelque chose qui est très marqué, ça rejoint tout ce qu'on dit, hein, mais le consensus. Le consensus au Québec, c'est normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est dans leur culture. En France, le consensus, c'est pas inné, hein. D'accord? Donc on en a, hein, c'est comme tout, on va pas faire une généralité, mais il y a des personnes qui sont assez douées là-dedans, mais le français, non. Là aussi, il reprend cette posture de conquérant et asseoir ce qu'il a à dire et avoir raison, et au détriment de l'équipe, au détriment. Donc l'humilité, oui, le consensus, ça c'est quelque chose, c'est un vrai défi pour les Français. Mais c'est pour ça que je parle de posture. Il n'y a pas juste un travail sur se dire bon d'accord, j'ai compris l'humilité, puis ça va aller, on en parle 2 minutes et puis non, c'est quand les candidats rentrent dans l'académie, ils en témoignent, certains en témoignent sur le podcast, ils peuvent en parler. Je parle de posture tout le temps. Ça revient dans tout. C'est-à-dire que quand on développe les compétences d'adaptabilité, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire, il va falloir s'adapter à une nouvelle culture. Et la posture, d'avoir une posture basse, c'est pas quelque chose qui est dans notre culture non plus. Et je tiens à rappeler que si on fait un peu de coaching, une posture basse, c'est pas une posture de faiblesse, pas du tout. Comme l'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ça va devenir même des avantages stratégiques pour réussir, pour ceux qui auront compris ça. Donc, on parle toujours de préparation en amont, oui, du pratico-pratique, trouver un logement, etc. On passe, nous, en tout cas, des heures à travailler sur la posture, parce que ça prend du temps que de se regarder et puis de faire le constat de « Ah oui, aujourd'hui, c'est vrai que tu m'as fait réfléchir sur mon mode de fonctionnement en tant que Français ». Et peut-être comprendre un peu mieux le mode de fonctionnement d'un Québécois. Et toujours la même chose. Comment réduire cet écart-là pour que moi, je fasse un gros pas en avant pour avoir une meilleure posture et ne pas vivre du rejet, en tout cas. Et même si des fois, il y aura des déconvenus, parce qu'on peut pas comprendre la culture juste parce qu'on a travaillé 100 ou 200 heures dessus avant d'arriver. C'est en pratiquant. Mais c'est toujours une chose essentielle. Donc, ceux qui vont être très humbles, qui vont être à l'écoute, qui vont poser des questions, ça déjà, c'est gagnant. Ceux qui posent ces éléments-là en arrivant face aux Québécois, qu'ils se retrouvent dans un groupe communautaire, dans le sport des enfants, au travail, dès qu'ils arrivent à l'aéroport, dès que vous allez changer de posture par rapport à ce qu'on vit en tant que Français, vous allez gagner. Toujours. Ça, c'est sûr. Et le Québécois va, à l'inverse, faire la différence de se dire, waouh,
on a un français qui est pas comme les autres. Et c'est là où on est gagnant. Et je pense qu'il y a un point peut-être à préciser. Tu insistes beaucoup, toi, Christelle, sur le fait de poser des questions et cette posture basse. Et depuis qu'on a commencé nos podcasts, et encore plus depuis que Jocelyn nous a rejoints sur ces cultures et focus sur la culture et la société québécoise, on insiste beaucoup sur l'importance d'appréhender, de connaître et d'essayer de s'adapter au moins à la culture québécoise. Mais dites-moi si je dis des bêtises. Ce sera pas la première fois après tout. Mais on est bien d'accord. Ce que les Québécois, dans leur généralité, hein, toujours comme tu disais Jocelyn et tout, attendent d'un Français qui arrive au Québec, c'est pas qu'il essaye de se faire passer pour un Québécois. C'est pas pour que tout d'un coup ils se mettent à parler en pièce, enfin des images d'Épinal, des choses comme ça et tout, avec l'accent comme je fais moi qui va pas du tout avec, ça et tout. La posture basse, poser des questions, c'est autre chose. Oui, nous, on aime les Français. Je veux dire, les Québécois, on aime les Français. On a vraiment un lien d'affection avec la France et avec les Français. Donc, on est heureux d'avoir des Français chez nous. On les aime. On est content de les avoir dans nos environnements, dans notre travail. Et vous apportez une valeur ajoutée d'intelligence, de connaissance, de façon de fonctionner. Il y a plein de qualités que les Français apportent, évidemment. Et en revanche, comme Christelle le dit, c'est quand on a des Français ou des postures qui sont des postures de dominance, de nous montrer comment on fait les choses par arrogance. C'est souvent ce qu'on dit, les Français, ils sont arrogants. Quand quand on a critiqué un Français, on trouve qu'ils sont arrogants. C'est pas un trait de caractère québécois, ça, l'arrogance, alors que cette espèce de supériorité un peu morale, Christelle, comme tu disais, cette espèce de posture, on n'a pas ça des Québécois. Je dis pas que des individus l'ont pas, encore une fois, mais c'est pas dans la culture. Et c'est difficile de changer sa posture. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. On est formaté dans notre plus tendre enfance de comment on est, autant pour les Québécois que pour les Français. Et donc de changer de posture, il faut arriver au Québec, je pense, en se disant je dois voir autrement les choses que je connais. Donc, je sais comment une voiture fonctionne, mais je conduis pas à Montréal comme je conduis à Paris, par exemple. Ça se fait pas. Ça se fait pas d'être trois sur un point de rue pour se battre pour le premier fil de circulation. Ça se fait pas. Les gens vont vous engueuler. Ils vont dire, attends, qu'est-ce que tu fais là? Les motos qui coupent les fils, ça se fait pas. Ça se fait pas. On conduit pas comme ça. On respecte la loi. Ça se fait pas, c'est tout. Et ça, c'est un exemple très simple du quotidien, mais il y en a plein comme ça. Qui sont, je dis en France, dans les entreprises, une décision, c'est souvent une base de discussion. Parce qu'après que la décision a été prise par un consensus quelconque avec un peu... Ah, mais attendez, j'étais pas là, moi. Non, mais attendez, et là, on recommence dans le corridor la discussion qui a déjà eu lieu et on redonne un coup de roue. Et là, parfois même, on revient sur la décision et ça redevient... On n'en sort pas des fois. Je m'amuse, moi, comme Québécois, de dire, écoutez, messieurs, dames, ça fait une demi-heure qu'on en parle, on n'a encore pas décidé, on fait quoi, là? Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, vous êtes pragmatiques, vous, les Québécois. Ben, il faut diriger le truc quand même, là. mais tu as raison, et ça, on le retrouve aussi dans le domaine, j'allais dire... politique, et on l'a vécu avec Christelle. Christelle le vit encore plus que moi, Nadia Barou aussi, celle qui nous accompagne en avocat. Vous allez voir ce que je veux dire, c'est que par exemple aujourd'hui, au jour où on enregistre en France, on vient d'apprendre qu'un projet de loi qui est passé d'abord à l'Assemblée, qui est passé 3 mois plus tard au Sénat, qui est repassé à l'Assemblée, donc qui a été voté, qui a été annoncé, ça fait 2 ans qu'on en parle de partout, qu'aujourd'hui ça avait été retoqué par le Conseil constitutionnel, et que donc 2 ans plus tard, après 2 ans à discuter partout où on pouvait discuter, cette loi ne sera pas appliquée et qu'il faudrait repartir et relancer. Et à côté de ça, au Québec, on allume la télévision un matin, on apprend qu'il y a une loi qui vient de tomber sur l'immigration et que ça fonctionne à partir de midi. Et là, il y a le téléphone de Christelle et de Nadia qui sonne de partout parce que, évidemment, ça s'applique tout de suite. Mais voilà, c'est exactement ça. C'est une loi. C'est pour ça que c'est bien. Discussion. C'est bien que finalement les deux cultures se rencontrent, parce que je crois que d'un bord ou de l'autre, c'est pas super bien comme action, quoi, entre la décision prise pour l'heure qui suit, puis la décision prise qui n'arrivera jamais. C'est pour ça que c'est bien qu'on se rencontre et puis qu'on essaie d'être alliés pour justement trouver un juste milieu entre trop et pas assez.
tout à fait. Et on n'est pas sans défaut, hein, quand même. Ça serait bien si ça se passait aussi rapidement et justement que ce que tu décris, Jean-Michel. C'est pas toujours comme ça. On a quand même pas mal de zones de progrès à faire sur, en fait, la gouvernance, le gouvernement et tout. Mais bon. Mais ceci dit, d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de consensus, de culture de consensus. Christelle en parlait aussi, mais dans un précédent podcast d'une vie antérieure, j'avais discuté avec Jean-Marc Léger, le sondeur québécois très connu, qui parlait beaucoup de cette culture de consensus. Mais qui disait que derrière cette culture de consensus, il y avait quand même l'arbre qui cache la forêt, à savoir que quand il y a des gros sujets bien polémiques, sur lesquels c'est vraiment difficile de trouver un accord, bah là en gros il fallait à peu près une génération, on les mettait sous le tapis. Il fallait une génération, on les mettait sous le tapis, et 25 ans plus tard, on était prêt à en reparler une fois que les choses se sont passées. Donc il y a des sujets parfois qui prennent encore plus que 2 ans et un aller-retour à l'Assemblée nationale pour être voté. Absolument. Voilà. C'est pas partout, c'est bien quand même. Tu disais tout à l'heure, Jocelyn, que vous aimiez les Français. Christelle, je crois qu'on peut lui dire, hein, on aime beaucoup les Québécois aussi, nous. Hein. C'est ça. On a une ligne d'affection, c'est sûr, entre les deux peuples. Ici, par exemple, on se fait facilement des compliments. Et souvent pour les Français, un compliment, c'est qu'est-ce qui se cache derrière. Pourquoi? Je sais, j'ai travaillé avec des collègues français souvent, moi, maintenant, Jocelyn, qu'est-ce que tu vas me lancer après? Parce que, il y a un côté, souvent, on se méfie. S'il me fait un compliment, c'est qu'il y a quelque chose qui va venir derrière, là. Il y a un piège. Alors qu'au Québec, non, souvent, il y a pas de deuxième degré. On est souvent au premier degré. Je pense que les Québécois, on est, somme toute, assez simple. Et c'est parfois ce qui manque aux Français qui sont ici, c'est ce côté un peu simple. Il n'y a pas, justement, les Français s'emmerdent. Ils aiment avoir des débats. Ils aiment avoir des discussions un peu fortes sur des choses. Mais Québec, on n'a pas à la télé, il n'y a pas ce genre d'émission de débat. Il n'y a pas ces genres de conflits qu'on retrouve à la télé française où l'invité part en arrachant son micro. Le seul à qui c'est arrivé au Québec, c'est un Français qui est venu dans une émission québécoise qui est parti. On n'avait jamais vu ça et on n'a pas vu ça depuis. Ça se fait pas. C'est pas. On n'est pas comme ça. Et donc, les Français, je pense que des fois, ils s'ennuient un peu de ce manque de combativité intellectuelle, de débats qui sont utiles aussi, de savoir débattre et planter ses arguments. Mais c'est comme ça. C'est sûr, mais je me souviens très bien aussi, l'une des différences, tu parlais d'exemples médiatiques télévisuels, mais en France, quand on regarde les informations télévisées tous les jours, on a l'impression que le présentateur ou la présentatrice vient d'enterrer toute sa famille le matin et va enterrer tout le reste de sa famille juste après, tellement elle porte toute la tristesse du monde. Enfin, c'est Coluche à l'époque qui disait quand un avion s'écrase dans le monde, c'est sur les pompes de Roger Giquel. Le présentateur de l'époque, c'est vraiment ça qu'on vit. Et moi, j'ai été marqué. Je sais pas si on peut dire choqué parce que c'est le mot qui peut prêter à confusion, mais j'ai été marqué en arrivant au Québec de voir que quelles que soient les nouvelles qui étaient pas plus joyeuses qu'ici, internationalement, c'est à peu près le même monde dans lequel on vit. Le présentateur ou la présentatrice commençait le journal et le terminait avec un grand sourire dont on sentait qu'il était vraiment sincère et spontané pour souhaiter à tout le monde une bonne journée. Parce que même s'il se passe des choses dramatiques dans le monde, la vie est belle, le ciel est bleu, il fait beau, et profitez de votre journée. Il y a un côté, tu disais simple. C'est bonheur simple. Voilà. Oui, je pense qu'au Québec, on est assez bon là-dedans. Les Français qui aiment le Québec, ils aiment aussi ça. C'est cette facilité de vivre au Québec. D'abord, on se fait pas emmerder autant par la hiérarchie, pas la hiérarchie, mais la bureaucratie. Pour avoir vécu en France, vraiment, là, les 12 travaux d'Astérix et le formulaire A38, là, ça n'a pas été créé pour rien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bureaucratie au Québec, mais par exemple, créer un business, qui est l'équivalent d'une SARL française, au Québec, c'est 1 semaine, 10 jours. T'as tout, là, t'as tes comptes de banque, t'es là de patente, t'as tout, c'est fait, t'es en affaires, c'est 10 jours, c'est pas compliqué. Alors qu'en France, j'ai des copains qui font ça, c'est 1 an, 18 mois, donc il y a un côté beaucoup plus facile de vivre ici. Je sais pas qu'on se fait pas emmerder par plein de trucs, évidemment, mais c'est facile. Il y a plein de phénomènes pour ça. L'espace. Moi, je vous parle de mon bureau, je suis à 10 minutes de la ville de Québec, qui est une ville, ou à 15 minutes. J'ai le fleuve Saint-Laurent devant moi, là, je vois une maison, et j'ai le fleuve à perte de vue avec les montagnes de l'autre côté, et de l'autre côté de mon bureau, j'ai des champs et des forêts.
oui, je vis un peu à la campagne, mais c'est pas extraordinaire, ça. Alors qu'à 20 minutes de Paris ou de Nantes ou de Bordeaux, t'es encore à Bordeaux ou à Nantes ou à Paris, hein. C'est des banlieues à plus finir. C'est vrai aussi à Montréal. Mais c'est facile de vivre au Québec. Il y a beaucoup moins de monde. Il y a une tolérance à l'autre qui est, je pense, plus facile. Oui, Paris, c'est pas la France, hein, je suis d'accord, mais il y a une tolérance à l'autre et une place qu'on fait aux autres qui est plus facile, je pense, que ce qu'on voit en France de façon générale. Encore une fois, je généralise. C'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on développe lors d'un prochain épisode, justement, ce rapport à l'espace, voilà, aux gens, à l'espace, à la nature aussi, parce que ce sont des choses qui me semblent très fortes et très nourricière de ce qu'est la culture et la société québécoise. Bon, Christelle, je crois qu'on n'a pas fini de revoir Jocelyn. Il y a pas, à chaque fois qu'on commence un podcast, on se dit on va commencer sur un sujet et on en a embrayé 12. Et moi, j'ai une liste, mais alors c'est interminable. Voilà. Parce que ce que tu viens de dire, Jean-Michel et Christelle, je la laisse conclure, mais le fait que la nature existe, ça nous donne envie d'aller jouer dehors facilement. Je veux dire, à 1 heure de route de Montréal, t'es sur des pistes de ski. Évidemment, t'es pas à Chamonix, t'es pas dans les Alpes, mais c'est comme ça. Mais la nature est là. Tu peux aller. Je dis, il y a 600 000 lacs au Québec. 600 000! C'est au Québec. Au Québec. Il y a de la nature partout. Je veux dire, quand tu décolles de Montréal pour aller dans le nord, et que tu sors un peu des zones métropolitaines, tu vois des forêts, des lacs, des forêts, des lacs, des rivières, des forêts, des lacs, des rivières. Oups, une petite bourgade à Chibougamau, ou Sept-Îles. Et autour, il y a rien. Il y a personne. Et donc, c'est gigantesque comme territoire. Donc, d'aller jouer dehors, d'avoir de la place pour profiter, mais ça conditionne aussi le travail. Les gens, le vendredi, quand j'ai des missions françaises, tiens, on va aller rencontrer la direction de telle organisation vendredi à 16h. Non. Mais pourquoi non? Parce qu'ils sont plus là. Mais donc, ça, ils sont plus là. Non, vendredi 16h, ils partent. Exceptionnellement, ça se peut qu'ils restent, mais non, donc, la relation au travail, et à la vie, est très différente. Il y a quelque chose qui est très, très différent. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je pense que ceux qui nous écoutent sont à la fois, on va dire, étonnés de la profondeur des différences culturelles et de ce qu'on peut dire. Et pour le coup, je crois que ça apporte beaucoup d'eau à ton moulin, Christelle, parce que t'appuies vraiment là-dessus très régulièrement à chacun des podcasts. Et en même temps, s'ils n'étaient pas déjà complètement amoureux du Québec, ils le sont devenus, parce que rien que sur les 3 dernières minutes, si vous n'avez pas envie de monter dans un avion, de prendre, je sais pas si c'est un hiver, un ski ou n'importe quoi, enfin d'aller franchement explorer la nature québécoise, je sais pas ce qu'il vous faut, les amis. Puis si vous avez un doute, vous prenez juste la photo du podcast qu'on avait fait dans le parc de la Jacques-Cartier. Voilà, vous voyez ça. C'est d'une beauté. Enfin voilà, ça coûte on a forcément envie d'y aller. Et si en plus Jocelyn peut nous servir de guide, c'est peut-être beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Je vous propose, les amis, qu'on se retrouve pour une 3e fois, une 4e fois, une 5e fois, une 6e fois. On parlera entre autres de la nature, mais il y a encore tellement de sujets à parler. Je vous l'avais dit au tout début, la première fois qu'on s'est vu avec Jocelyn, la culture et la société québécoise, elle est autrement plus complexe et autrement plus riche que tout ce que vous pouvez imaginer. Et croyez-moi, vous n'avez pas fini de nous écouter. On parlera des relations hommes-femmes, les chums et les blondes. Il y en a C'est ça, il s'arrête jamais. Merci Jocelyn, à très bientôt. Avec grand plaisir, les amis. Plaisir vous deux. Salut Jean-Michel. Salut. Bye. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!